Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture hebdomadaire où je parle des livres en cours de lecture, des livres que j'ai terminés, des livres que j'ai commencés, des livres que j'avance péniblement ou moins péniblement dans ma lecture. Et donc je vais parler de pas mal de livres. Je ne vais pas reparler tout de suite de ces deux livres-là, Un homme plein de misère de Jacques Abeille et puis Fragment d'aile de Lise Michel, qui sont en cours de lecture, mais depuis la semaine passée, je n'ai pas du tout avancé, donc je les repose sur ma bibliothèque ici derrière. Et puis, par contre, les autres livres que j'ai ici sur cette pile, eh bien, je vais en parler. J'en ai terminé une bonne partie, j'en ai commencé un, j'en ai poursuivi d'autres, et donc, il sera question, très brièvement pour commencer, des poésies de Stéphane Mallarmé, ces poésies de Stéphane Mallarmé qui sont ma lecture ou ma relecture poétique, en alternance avec Julien Gracq et son Rivage des Sirtes, que j'ai laissé un peu de côté parce que j'ai moins de temps pour m'y plonger, et les chapitres de Julien Gracq sont très longs, donc je prends une certaine respiration avec un poème ici qui s'appelle Apparition, qui est une petite apparition très rapide, que je relis avec beaucoup de plaisir, et je vais évidemment continuer à démonter ce bouquin qui se démonte déjà tout seul. Mais ça, c'est sur d'autres vidéos que j'en parle un peu plus, donc je vais laisser Stéphane Mallarmé, lui aussi, en compagnie de Jacques Abeille et Lise Michel, sur l'étagère derrière. Et puis maintenant, les livres qui m'ont occupé vraiment un peu plus dans ma lecture, les livres que j'ai poursuivis et les livres que j'ai commencé, ou le livre que j'ai commencé est presque terminé d'ailleurs, un livre qui peut sembler en lui-même assez paradoxal. Commençons par celui-ci. Ce livre s'intitule « Peut-on s'opposer à l'uniformisation ?» Non pas à l'uniformisation, c'est peut-être une autre question fondamentale, à l'informatisation de nos vies, par Mathieu Amièche, aux éditions La Lenteur. J'aime bien ce nom d'édition, où au fond la question posée, c'est celle qui est peut-être toujours un peu posée quand on est sur Internet, c'est est-ce que on n'est pas pris dans un piège ou dans un système dont on est dépendant, celui de la numérisation, l'informatisation, qui est ultra présente et dont Mathieu Amièche est un opposant. Et ce livre-là, qui est un recueil d'articles, nous explique au fond pourquoi nous sommes pris dans une sorte de système qui pose un gros problème. Par exemple, il y a un de ces articles, une interview qu'il a donnée, « Notre libre arbitre est aspiré par Internet ». Et des questions comme ceci sont des questions fondamentales à notre période, avec notamment les enjeux écologiques qui sont derrière, mais aussi ce qu'il appelle par exemple la société machine, comme si nous étions en train de nous faire remplacer par des machines. Voilà justement sa définition de la société machine. Je me réfère aux travaux du groupe Pièces et Main d'œuvre qui a introduit ce terme, donc société-machine, pour dénoncer le projet Smart Planet d'IBM, couvrir la société et le milieu naturel de capteurs électroniques pour en rationaliser le fonctionnement grâce à l'intelligence artificielle. Quand on voit la façon dont l'épidémie, donc c'est souvent lié à la gestion de l'épidémie de Covid-19, ces réflexions ici. Quand on voit la façon dont l'épidémie est traquée en Chine et en Corée du Sud par des applications de smartphones et des caméras de vidéosurveillance qui permettent de retrouver toutes les interactions sociales d'une personne testée positive, cela fait penser au fonctionnement d'une machine. Les projets scandaleux de passe sanitaire, alors évidemment c'est un point de vue qu'on peut contester, et autres passeports vaccinales relèvent eux aussi de la société-machine. En un sens un peu différent, penser que des enfants et même des étudiants puissent s'instruire
avec un enseignement assuré par l'informatique, relève de la société machine. Le problème, on va se dire, bon ben voilà, laissons ces boulots à des machines. Le problème est que face à cette mutation menée tambour battant par un certain nombre d'industriels et de technocrates, la population est sans défense morale et politique. La numérisation de nos existences est encore rarement perçue comme un problème politique. Et il rajoute un problème politique majeur. Les élus ne songent, dans le meilleur des cas, qu'à encadrer ce qu'ils considèrent comme des dérives. Les mouvements sociaux ne l'ont jamais dénoncé comme un vecteur crucial de précarisation économique, d'augmentation des inégalités et d'affaiblissement des capacités de contestation populaire. Sur ce dernier point, c'est même le contraire en général. Donc il y a une prise de conscience qui est demandée par Mathieu Amièche sur les méfaits, sur la maîtrise qu'on a perdue de ces outils informatiques. L'ordinateur est-il un vecteur de liberté? Il donne cette image-là, et on a l'impression qu'il l'est. Mais en fait, il est aussi au cœur d'allégeances que nous faisons à certaines entreprises multinationales qui ne veulent pas forcément notre bien. Et puis, l'idée de vitesse. On est aux éditions La Lenteur, il remet en cause la vitesse en citant, par exemple, un rapport de IBM à nouveau. Après la Seconde Guerre mondiale, un titre, donc on est ici dans le monde de la finance, appartenait à son propriétaire pendant 4 ans. En 2000, ce délai était de 8 mois, puis de 2 mois en 2008. En 2013, un titre boursier change de propriétaire toutes les 25 secondes en moyenne, mais il peut tout aussi bien changer de main en quelques millisecondes. Voilà l'impact de l'informatique sur les échanges boursiers, donc sur le fonctionnement de l'économie planétaire. Cette vitesse, et là c'est à nouveau Mathieu Amièche qui parle, alors qu'avant on avait un rapport venant de chez IBM. Cette vitesse ne ressort plus simplement d'une informatisation des transactions, mais d'une véritable automatisation. Ce sont désormais plus de 70% des échanges boursiers qui sont réalisés par des algorithmes. Derrière les programmes d'austérité budgétaire imposés au gouvernement par les marchés, derrière les exigences de rentabilité des actionnaires qui provoquent une mise sous pression extrême des salariés, voire des licenciements boursiers, il y a sans nul doute des acteurs qui défendent des intérêts. Mais il y a aussi la puissance de calcul et de transmission des ordinateurs, des réseaux et des logiciels qui donnent concrètement leur surplus de pouvoir à ces acteurs. Et là, on voit justement les limites de l'informatisation qui, au fond, jouent un rôle beaucoup plus important dans nos vies qu'on ne le croit. Et réfléchir avant de céder ce que nous avons à des machines est sans doute nécessaire. Alors bien sûr, là je suis en train de parler dans une machine, avec une machine, à l'aide d'une machine, et je participe à ce monde-là, ce monde de l'informatique. Et cela peut paraître contradictoire, mais je pense qu'il est nécessaire, et il est d'autant plus nécessaire quand on y participe, d'y réfléchir, de réfléchir à ce qui peut se faire dans ce monde-là et ce qui peut-être pourrait être fait autrement aussi. Il y a l'idée d'un cyber-minimalisme, c'est-à-dire qu'on l'utilise avec parcimonie, ce monde-là, peut-être. Il y a en tout cas des questions qui se posent à travers ceci. Je n'ai pas tout à fait terminé cette lecture, donc je vais lire encore les quelques pages qui me restent et j'en parlerai un petit peu la semaine prochaine. Voilà une question sur l'informatisation de nos vies, d'autres questions qui se posent. La tyrannie du plaisir de Jean-Claude Guilbault, un livre que j'ai terminé aussi, qui réfléchit lui à des questions liées à la vie intime, mais quelle vie intime nous reste-t-il après ou pendant ou avec l'informatisation de nos vies? Voilà une question qui se pose. Et ce n'est pas tout à fait la question que pose
Jean-Claude Guillebaud, mais il réfléchit à cette idée, au fond, de liberté sexuelle, avec aussi son envers, avec aussi ses limites. Comme on peut réfléchir aux limites de l'informatique, les limites de la liberté sexuelle sont aussi à interroger. Et son dernier chapitre, son chapitre 15, si je ne me trompe pas, c'est bien le dernier, oui, pose la question du temps, de notre rapport au temps. Et là aussi, la question, elle est au fond de ces questions liées à l'informatique. Et maintenant, que vais-je faire, disait la chanson. Au terme de cette remise à plat, après ces examens répétitifs, une évidence s'impose. À la fin du livre, il a retracé toute une histoire de nos rapports à la sexualité, cassé beaucoup de clichés qu'on a sur les époques anciennes. Mais maintenant, donc l'évidence, c'est quoi? Celle-ci, oui, la théâtralité de nos débats masque trop souvent leur indigence. Nos indignations quotidiennes, nos colères croisées, nos empoignades s'inscrivent dans l'espace exigu de l'émotivité fugitive ou de la gesticulation sans contenu, et s'enivrent surtout de leur propre répétition. Moralité, amoralité, permission, répression, hédonisme, puritanisme. En toute bonne foi, nous nous persuadons que des choix décisifs, urgents, aléatoires, se trouvent en jeu et requièrent jour après jour notre engagement ou toute affaire cessante, notre point de vue. Là, on voit aussi l'influence de ce monde informatisé. Exagérément présomptueux, nous voulons nous convaincre qu'au sujet de la morale, des interdits, des règles, se déroulent des affrontements prométhéens dont nous serions les libres protagonistes, affrontements entre une certaine idée du bien et du mal, querelles inexpiables entre l'ordre et la liberté, guerre sans merci entre le goût du bonheur et la peur du désordre. Autrement dit, nous prenons au premier degré tous ces pugilats dont le fracas emplit l'époque. Faisant cela, nous perdons de vue les leçons de l'histoire et de l'anthropologie qui devraient relativiser nos emportements et apaiser nos fébrilités, qu'elles aillent dans un sens ou dans l'autre. Et pourquoi donc? Parce que l'essentiel ne se joue jamais, ne se joue pas et ne se joue jamais, dans ces polémiques de surface. Et là, aujourd'hui, les polémiques de surface, elles sont partout. Ni même sur le terrain de ce qu'il est convenu d'appeler la morale au sens normatif du terme. La question morale, celle qui est censée opposer à un camp à un autre, n'a de signification que rapportée aux représentations collectives qui la sous-tendent. Pour parler plus clairement encore, la morale sexuelle, prise dans son acceptation collective, ne se décrète pas, sauf à devenir purement répressive ou policière. Et au fond, que cette morale soit permissive ou répressive, elle ne se décrète en aucun cas. Et donc, il termine avec une sorte de relativisation des questions, et puis surtout une inquiétude plus générale que ces questions de tyrannie du plaisir. Ces questions, aujourd'hui, semble-t-il, au cœur de la société, et pas forcément pour son bien, ce qu'il appelle l'atomisation de la société. Pourtant, on est encore au XXe siècle, dans l'écriture de ce livre-là, 1998, si je ne me trompe pas. Et donc, depuis, ça s'est aggravé, je crois. Cette solitude anxieuse du plaisir. Le plaisir, ça c'est une des thèses qu'il développe, est devenu solitaire, même s'il se fait à plusieurs, en règle générale. Eh bien, c'est chacun pour soi quand même. Cette solitude anxieuse du plaisir, cette expulsion consentie de l'autre, je veux mon plaisir, cette désocialisation de la sexualité ne prennent leur véritable sens que si on les rapporte à un phénomène d'atomisation sociale beaucoup plus général. Et là encore, l'informatisation de nos vies est liée à cette atomisation de la société. Il y a coïncidence, écrit Jean-Claude Guillebaud, entre
où il y a coïncidence et correspondance entre ce qui se passe sur le terrain de la sexualité et ailleurs. La désocialisation progressive, l'affaiblissement des institutions et des liens d'appartenance, la précarisation des individus renvoyés à leur solitude, telles sont les dislocations les plus redoutables, menaçant rien de moins que la cohésion de nos sociétés post-industrielles. Le travail, pour ne citer que cet exemple, est lui aussi en voie de désocialisation, en ce sens qu'il perd peu à peu sa fonction d'affiliation et d'intégration. Et donc, on se retrouve dans des petites communautés, hein, le terme est partout. Là. Même là, je suis censé avoir une communauté qui suit. J'ai surtout pas envie d'avoir une communauté. Je ne suis pas un gourou, ni un curé, ou je ne sais quoi. Donc non, pas de communauté, mais justement chacun dans son petit coin, dans son petit groupe, dans sa tribu, et la société dans tout ça. Et ces deux livres finalement, ils se répondent, ils permettent une pensée qui essaye de voir comment rendre nos vies sociales plus fortes. La tyrannie de son propre plaisir, qui oublie l'autre, les autres, au moment du plaisir et dans l'espace de la discussion, et puis la tyrannie de l'informatisation qui oublie les rapports réels, charnels, entre êtres humains, et charnels, on retrouve ces questions-là, avec l'idée aussi de ce que cela peut déchirer dans des vies. Alors le déchirement des vies peut être plus brutal. C'est ce qui est raconté dans Moi Fadi, le frère volé, l'arabe du futur de Riyad Sattouf, où précisément dans ce tome 1, après l'arabe du futur qui raconte la vie de Riyad Sattouf lui-même, celle de son frère, racontée du point de vue du frère, donc de Fadi, mais par Riyad, le frère kidnappé par le père, qui l'emmène en Syrie alors que sa maman et ses deux frères sont restés en France. Et on voit dans ce tome 1, 1986-1994, durant donc l'enfance de Fadi, petit à petit s'éloigner la France et sa famille d'origine et sa culture d'origine par l'éloignement physique, parce que sa mère ne vient pas le chercher et ses frères ne sont plus là et son père fait tout pour lui donner une autre culture. D'ailleurs, il y a tout le début du texte, même si évidemment on regarde aussi avec intérêt les dessins, mais tout le début du texte, on a affaire à ce père qui parle une espèce de langue, la Flance, non, c'est pas lui ça, mais c'est presque ça. Si mon élève à l'université, si drôle de le croiser ici, il n'est pas trop nul, il a appris le français, avec une sorte d'accent faussement arabe qui est imité ici, puis petit à petit, on n'a plus cet accent-là parce que Fadi parle arabe, alors nous on le lit en français. Je ne sais pas s'il existe une version en arabe de ce livre-là, ce serait assez intéressant. Et évidemment, avec tous les problèmes, toutes les différences culturelles, le père qui se remarie et qui maltraite la femme avec qui il se remarie, qui montre aussi cet éloignement. Là, on voit par exemple Fadi qui rêve de sa grand-mère française, mais qui ne reverra pas, sans doute. Et puis, ses rêves d'acheter un âne, un accident qui a lieu aussi. Et la colère du père, ce père de plus en plus terrible, manipulateur. Et on le voit, la colère avec le rouge de la dernière page. Pourquoi tu me l'as choisi comme femme? Parce que c'est le fils qui a choisi la femme du père, la deuxième femme du père.
Elle est encore plus nulle que ta mère, par Dieu. Oui, la violence de tels propos, et le pauvre gamin, en plus qui est convalescent ici et qui se retrouve sous l'emprise de ce père qui l'a kidnappé. Voilà, donc une histoire très bien dessinée aussi, avec ce dessin assez simple, quasi enfantin de Riyad Sattouf, mais une histoire touchante que celle de cet arabe du futur et de Fadi, le frère volé. Et puis, ce monde arabe, il est présent aussi chez Albert Camus, le dernier livre dont je vais parler aujourd'hui. Je suis à la fin de ce livre qui s'appelle « L'été ». Un rassemblement assez hétéroclite d'essais qui ont pour point commun l'été, le soleil, la chaleur et l'Algérie en grande partie. Et Albert Camus, à la fois ce sont des essais où il évoque les lieux où il revient et des questions plus politiques, plus philosophiques aussi. Alors c'est difficile de voir une unité à part justement cette présence de l'été. Alors, par exemple, une énigme, ou l'énigme, qui est un des chapitres de ce livre-là. Tombés de la cime du ciel, des flots de soleil rebondissent brutalement sur la campagne autour de nous. Tout se tait devant ce fracas, et le Luberon, là-bas, donc là on n'est plus en Algérie, on est en France, n'est qu'un énorme bloc de silence que j'écoute sans répit. Je tends l'oreille, on court vers moi dans le lointain, des amis invisibles m'appellent, ma joie grandit, la même qu'il y a des années. De nouveau, une énigme heureuse m'aide à tout comprendre. Mais ensuite, il y a une question qui se pose, et évidemment, la question, on l'attend venant de Camus. Où est l'absurdité du monde ? Évidemment, Camus, ça l'énervait un peu, a été assimilé à cette notion d'absurde, après le mythe de Sisyphe, l'étranger, etc. Où est l'absurdité du monde ? Est-ce ce resplendissement ou le souvenir de son absence ? Avec tant de soleil dans la mémoire, comment ai-je pu parier sur le non-sens ? On s'en étonne autour de moi. Je m'en étonne aussi parfois. Je pourrais répondre, et me répondre, que le soleil justement m'y aidait et que sa lumière, à force d'épaisseur, coagule l'univers et ses formes dans un éblouissement obscur. Mais cela peut se dire autrement, et je voudrais, devant cette clarté blanche et noire qui, pour moi, a toujours été celle de la vérité, m'expliquer simplement sur cette absurdité que je connais trop pour supporter qu'on en disserte sans nuance. Parler d'elle, au demeurant, nous mènera de nouveau au soleil. Nul homme ne peut dire ce qu'il est, mais il arrive qu'il puisse dire ce qu'il n'est pas. Celui qui cherche encore en veut qu'il ait conclu. 1000 voix lui annoncent déjà ce qu'il a trouvé, et pourtant il le sait, ce n'est pas cela, chercher et laisser dire. Bien sûr, mais il faut de loin en loin se défendre. Je ne sais pas ce que je cherche, je le nomme avec prudence. Je me dédie, je me répète, j'avance et je recule. On m'enjoint pourtant de donner les noms, ou le nom, une fois pour toutes. Je me cabre alors. Ce qui est nommé n'est-il pas déjà perdu ? Voilà du moins ce que je puis essayer de dire. Un homme, si j'en crois un de mes amis, a toujours 2 caractères, le sien et celui que sa femme lui prête. Encore faut-il que cet homme ait une femme. Remplaçons femme par société, oui, peut-être que c'est plus juste. Et nous comprendrons qu'une formule, rattachée par un écrivain à tout le contexte d'une sensibilité, puisse être isolée par le commentaire qu'on en fait présenter à son auteur chaque fois qu'il a le désir de parler d'autre chose.
Là, on sent l'agacement de Camus, à qui on va toujours dire l'absurde, 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 puis après la révolte, la révolte, la révolte. La parole est comme l'acte. Cet enfant, lui avez-vous donné le jour? Oui, il est donc votre fils. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas si simple. Ainsi, Nerval, par une sale nuit, s'est-il pendu 2 fois, pour lui d'abord, qui était dans le malheur, puis pour sa légende, qui aide quelques-uns à vivre. Personne ne peut écrire sur le vrai malheur, ni sur certains bonheurs, et je ne l'essayerai pas ici. Mais pour la légende, on peut la décrire et imaginer 1 minute au moins qu'on l'a dissipée. Donc on voit ici, c'est assez intéressant, Camus qui essaye d'échapper, sans forcément y parvenir, aux étiquettes qu'on lui colle. C'est quelqu'un qui met en avant l'idée de liberté fondamentalement, qui échappe aux cases politiques notamment, où on veut l'inscrire, les communistes, les capitalistes, au temps de la guerre froide par exemple, qui échappe aussi aux cases philosophiques, où on veut l'inscrire, l'existentialisme, où il dit qu'il ne l'a jamais été, et qui échappe même à cette idée d'absurde qu'il a pourtant défendue, ou analysée, ou prise à son compte, pour aussi parler d'un certain bonheur de vivre. Il faut imaginer Sisyphe heureux, tiens, on va retrouver une citation peut-être trop dite de Camus. Et puis, il y a aussi de très belles pages dans l'été sur la mer au plus près, journal de bord, c'est ainsi que se termine ce livre. Seul aussi avec l'horizon, les vagues viennent de l'est invisible, une à une, patiemment. Elles arrivent jusqu'à nous et, patiemment, repartent vers l'ouest inconnu, une à une. Long cheminement, jamais commencé, jamais achevé. La rivière et le fleuve passent, la mer passe et demeure. C'est ainsi qu'il faudrait aimer, fidèle et fugitif. J'épouse la mer. Voilà. J'épouse la mer. C'est sur ces mots de Camus que je vais terminer ce journal de lecture. On reviendra peut-être à Camus la semaine prochaine avec les chroniques algériennes. On reviendra très certainement à cette question de l'informatisation des vies dont je parlais tout à l'heure. On reviendra à Jacques Abeille, oui, ça absolument. On reviendra au fragment d'elle de Lise Michel. On reviendra à d'autres choses. Je ne sais pas encore quoi, mais pour l'instant, je vous souhaite une bonne semaine et au revoir.